Je peux vous demander ce que c'est le meilleur croissant fourré? Marmelata. Ça veut dire quoi? Bah marmelade, comme Paddington. Il aime bien ça. C'est quoi le meilleur croissant fourré? Cioccolata. Sans hésiter. Michael, c'est quoi le meilleur croissant fourré? Créma. Putain, Oh mais le nul. C'est celui que je préfère. C'est vrai, c'est vraiment ton préféré? Bah, c'est celui qui me cale. Créma. Pour les gens qui nous écoutent, tu peux décrire le concept de croissant créma? C'est un croissant rempli de crème pâtissière. Ça passe très bien avec un café à 7h du matin. Merveilleux. Et moi, je crois que mon préféré, c'est Vota, en fait. C'est avec juste un peu de sucre dessus et rien à l'intérieur. C'est un croissant, quoi. Ouais. C'est un croissant qui ne dit pas son nom. Exactement. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, le podcast qui parle de cinéma et aussi de consommation excessive de gluten. San Marco, Zattere, Piazzale Roma. Go inside, andiamo avanti. Ça y est, je suis à Venise. Le festival vient de commencer et j'ai déjà un gros problème. Tout se passe plutôt bien. Vous allez me dire, s'il n'y a pas de problème, c'est pas un problème, mais en fait si, d'un point de vue narratif, c'est un problème. Généralement, quand on raconte une histoire, pour que ce soit intéressant et que les gens se sentent impliqués, il faut des enjeux, du conflit, de l'antagonisme. Un peu comme dans un bon film ou une bonne série en fait. Sauf qu'à Venise, il n'y a pas de conflit. Tout roule. Tutto bene. Oui, je vous fais un petit cours d'initiation d'italien en même temps. Certes, on passe des nuits courtes et on est fatigué, mais ça va. Il y a de la pluie, il y a du vent, je suis en SPM, mais honnêtement, c'est pas si grave que ça. Tout est super charmant dans ce festival et en plus, il y a quasiment aucun Français. Enfin bref, c'est le rêve, quoi. En fait, le cadre est tellement peu stressant que toutes les contrariétés qu'on pourrait rencontrer fondent plus vite qu'une boule de glace stracciatella, mon parfum préféré, évidemment. Et je dis ça alors que c'est un festival pendant lequel j'ai littéralement fini à l'hosto. Ospedale. À la fin de cet épisode, vous entendrez mes critiques à chaud des 2 premiers gros films du festival, Bugonia de Yorgos Lanthimos et Jay Kelly de Noah Baumbach. Mais avant ça, j'avais envie de vous raconter à quoi ressemble une journée typique à la Mostra, même si vous allez le voir, celle d'aujourd'hui n'était peut-être pas si typique que ça. Nous sommes le jour d'ouverture de la 82e Mostra et comme tous les jours à Venise, ma journée démarre à 6h20. Oui, c'est horriblement tôt, c'est même plutôt qu'à Cannes. Est-ce que l'enfer de Dante a été inspiré par le fait de devoir mettre son réveil à Venise? Pourquoi une heure si matinale? Bah parce qu'on est en Italie, donc nous aussi on est al dente en fait. Pour qu'on soit vraiment bon, il faut nous sortir du lit un poil trop tôt. Non, en vrai, il y a une très bonne raison à cette souffrance. Tous les matins pendant la Mostra, avec mes compères, on se donne rendez-vous à 7h pétantes sur le ponton de San Zaccaria, à l'arrêt de Vaporetto, le VAP pour les intimes. Souvenez-vous, le VAP, c'est le petit bateau merveilleux qui nous conduit jusqu'au festival, qui est situé sur l'île du Lido, l'endroit où je passe la majorité de mes moments éveillés. Tous les ans, on loge littéralement à 2 pas de la place Saint-Marc, vous savez, la place un peu connue sur laquelle il y a des pigeons. Mais en 50 festivals, pour vous dire, je n'y ai mis les pieds qu'une seule fois. Ce matin, comme d'habitude, mon objectif, c'est de réussir à prendre le VAP de 7h15, ce qui n'est pas toujours gagné. Certains jours, surtout en début de festival, quand il y a une forte affluence, le Vaporetto peut plutôt ressembler à un quai de métro bondé avec un petit frisson supplémentaire, parce que si jamais tu trébuches, bah tu tombes à l'eau. Point important, les VAP passent environ toutes les 30 minutes, donc si on rate celui de 7h15, c'est un peu relou, parce qu'en arrivant sur le Lido, bah, il restera peut-être plus de croissants fourrés au chocolat. Je vous avais prévenu, ça manque un peu de drama. La queue pour le Vaporetto, c'est la partie la plus stressante de la journée. Une fois monté sur le bateau, le kiff commence. Pendant le trajet, on se décolle tranquillement les paupières et on regarde l'eau illuminée par le reflet du soleil matinal. La vue sur la lagune est magnifique et tous les matins, je prends une photo ou une vidéo identique à celle que j'ai prise la veille. Mais je peux pas m'en empêcher, c'est tellement beau que j'ai besoin de me rappeler tous les jours que je suis bel et bien en train de vivre un truc pareil. Mais si vous voulez un petit peu de conflit, je vais quand même vous rajouter un plot twist. Généralement, le matin, l'atmosphère sur le Vaporetto est assez calme, méditative, je dirais même. Mais pas ce matin, parce qu'il se trouve que l'ouverture de la Mostra 2025 se tient le jour de mon anniversaire. Et mon cher ami Thibaut, le Belge sympathique que vous avez entendu dans l'épisode précédent, a décidé de me hurler joyeux anniversaire à plusieurs reprises, sous le regard courroucé d'autres festivaliers qui aimeraient bien finir leur nuit tranquille. Et Anaïs, bon anniversaire, hein?
Je suis vraiment touchée qu'il s'en soit souvenu parce que je lui avais rappelé que 158 fois la veille qu'il fallait me souhaiter joyeux anniversaire, donc vraiment, c'est un très bon ami. Ce matin, donc, je suis la star du VAP et je trouve ça plutôt chouette. J'ai toujours attaché un peu trop d'importance à mon anniversaire parce que j'adore l'attention. Mais quand on est né pendant les vacances d'été, ça peut donner parfois des anniversaires un peu solitaires. Alors j'avoue que fêter mes 35 ans à Venise, ça n'a jamais été sur mon bingo, mais c'est assez unique et je suis vraiment contente de pouvoir passer ma journée à mater des films avec la bande de fous que je me suis créée ici, il y a 5 ans. Arrivé sur le Lido, on passe la sécurité du festival et on court, tels des fans de Taylor Swift à l'ouverture de la fosse, vers le café éphémère qui assure fidèlement notre survie tous les jours. Depuis des années, c'est la même dame sévère mais secrètement sympa qui prend notre commande et on était très contents de la retrouver cette année. 3 brioches, per favore, e Tre brioche. americano, per favore. Caffè americano. E basta. Ok. Ok, chiedete pure i gusti delle brioche. Grazie. Tous les matins, sans exception, je prends un grand cappuccino et un croissant fourré avec de la confiture ou du chocolat à l'intérieur et du sucre caramélisé à l'extérieur parce que, en ce qui concerne la glycémie, les Italiens n'ont jamais appris à doser. Mais on s'en plaint pas. D'ailleurs, avant que les puristes ne commencent à me tomber dessus en me disant « mais c'est pas un croissant, ton truc fourré à la confiture, là », bah justement, ici on n'appelle pas ça un croissant, mais une brioche ou brioche. Ce qui soulève une question intéressante, si on dit brioche pour dire croissant, comment est-ce qu'on dit brioche en italien ? J'ai jamais connu de vraie dépendance dans ma vie, mais tous les ans, quand je rentre de Venise, je dois littéralement me sevrer des croissants fourrés. Voilà, je crois que ça fait environ 8 minutes que je parle de croissants, tout va bien. Bref, après avoir avalé le premier croissant fourré de la journée, je me dirige tranquillement vers la première projection presse de la journée, prévue à 8h30 en salle d'Arsena. Dans les épisodes sur le Festival de Cannes, je vous avais parlé de la salle Debussy et du Grand Théâtre Lumière, mais ma vraie favorite, c'est la salle d'Arsena. Je l'adore. Je sais pas comment vous dire, c'est la salle de cinéma idéale en fait. Comme à un concert de Taylor Swift, dans la salle d'Arsena, il n'existe pas de mauvaise place. Les sièges sont larges et confortables. Quand on veut sortir pendant le film pour aller aux toilettes, on ne dérange personne parce qu'il y a de l'espace. Il y a genre 8 portes différentes de chaque côté de la salle, donc on peut sortir très rapidement. Bref, je l'assume, cette salle de cinéma m'excite. Si je devais vraiment trouver quelque chose à redire, le seul problème de la d'Arsena, c'est sa clim plus agressive qu'un rallye de Giorgia Meloni. Sachant que fin août à Venise, il fait généralement chaud à vouloir se jeter dans une fontaine. Marcello, come here. Hurry up. Mais dans la d'Arsena, on a un microclimat antarctique. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Oui, je sais, encore une épreuve dantesque à surmonter. Pire encore, cette année, le Festival de Venise s'ouvre avec le film La Grazia, un film de Paolo Sorrentino. Comme si le fait de me rapprocher un peu plus de la tombe ne suffisait pas, il fallait que mes 35 ans s'ouvrent avec le film d'un cinéaste que j'ai en horreur. Sorrentino, c'est celui qui a réalisé La Grande Bellezza, Youth, La Main de Dieu, la série The Young Pop ou encore, récemment, l'abominable Parthenope, qui porte bien son nom. Alors, c'est un réalisateur qui a un indéniable sens du style, c'est quelque chose que je pourrais jamais lui enlever. Chacun de ses films contient plusieurs séquences musicales généralement époustouflantes. Mais ce qui me saoule, c'est qu'il peut pas s'empêcher de nous coller des meufs à poil partout. En fait, il y a un côté un peu libidineux dans sa filmo qui me déplaît. 10h45, le premier film s'achève et on peut quitter la salle d'Arsena pour se décongeler au soleil. Finalement, le nouveau film de Sorrentino s'est avéré pas trop mauvais. C'est un film plutôt drôle et mélancolique sur un vieux président italien à la fin de son mandat. À un moment, il discute avec le pape et le pape lui dit « L'horizon se rapproche, ta pertinence politique et sociale s'amenuise et tu as de plus en plus souvent mal au dos. Et en ce jour si particulier pour moi, ça m'a parlé. Je trouve qu'il décrit très bien le fait d'être une femme de 35 ans. » Je cours me prendre un nouveau café et une nouvelle brioche pour espérer survivre à la projo de 11h15. Cette fois-ci, je vais voir Mother, un film dans lequel Noomi Rapace joue Mère Teresa en 1948 et dans lequel on apprend que Mère Teresa, en plus d'être contre l'avortement, était un sup. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi d'en retenir. Le film s'inspire clairement des biopics de Pablo Larraín, Jackie, Spencer, Maria, puisqu'il fait le portrait d'une femme compliquée, avec une action concentrée sur quelques jours et des incursions un peu surréalistes. Sauf que quand Pablo Larraín le faisait, ça semblait frais, mais là, j'ai plutôt l'impression de regarder un alignement de clichés. Ce qui m'agace le plus, je crois, c'est le regard caméra. C'est un procédé qui existe depuis longtemps, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une recrudescence ces dernières années. Peut-être depuis Saint-Omer d'Alice Diop, qui était un film assez exceptionnel, qui a été très vu et admiré par beaucoup de cinéastes, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait eu un impact à ce niveau-là. Mais j'en peux plus de voir des personnages fixer la caméra.
Ça se produit dans tellement de films que ça n'a plus rien de subversif. Dans ce film, Mother, il y a aussi un autre classique du film de festival, c'est la scène musicale anachronique et un peu déglingos au milieu du film. Là, en l'occurrence, c'est un morceau de hard rock dans une scène où Mère Teresa est en plein questionnement. Et je sais que techniquement, ça a du sens parce que le rock, c'est une musique profane, ça a pu être considéré comme la musique du diable. Mais honnêtement, j'ai surtout eu l'impression de voir des affectations de mise en scène qui essayaient de masquer le fait que le film n'avait pas beaucoup de profondeur. Mais c'est pas grave, parce qu'il est 12h50 et c'est l'heure d'aller recharger nos batteries en gluten, ou comme on dit ici, mangiare. Lo pronuncio correttamente? Si, corretto. Le plus souvent, à midi, on se restaure au Self du festival, qui est situé en extérieur, sous les arbres, et qui propose, vous ne devinerez jamais, des pâtes, que je noie évidemment dans mon pois en parmesan. Mais comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, on va dans le seul resto à proximité immédiate du palais pour manger des meilleures pâtes, que je noie là aussi dans mon pois en parmesan. Après avoir éclaté le record mondial de consommation de sucre lent, je me dirige vers la salle de presse pour écrire l'épisode que vous avez actuellement dans les oreilles. Waouh, faille spatio-temporelle incroyable. Et là, comme tout le reste dans ce festival, c'est grandiose. C'est pas une salle de presse en fait, c'est un palace de presse. Bon, en fait, on est littéralement dans un palais. Dans la salle où j'écris, on a environ 15 mètres de hauteur sous plafond, il y a des teintures rouges et des chandeliers partout. Les murs sont en marbre et couverts de fresques en mosaïque dorée. Ah oui, et il y a une grande baie vitrée qui donne directement sur la mer. En plus, la plupart des tables sont équipées d'ordinateurs, ce qui me permet de ne pas toujours me balader avec le mien sur le dos, au grand soulagement de ma kiné, Anne. Car oui, maintenant que j'ai 35 ans, mon budget kiné est conséquent. Et comme si tout ça ne suffisait pas, cette année, il y a même une nouvelle innovation, du café dans la salle de presse. Oh! Il y a des gens qui vous diront que leur fantasme, c'est les tenues d'infirmière, le pouvoir ou le cuir. Moi, c'est le café en salle de presse. Vraiment, j'ai dû me retenir de pousser un cri quand j'ai vu ça. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Voilà, après je bosse un peu, mais pas trop non plus, parce que généralement, sur les coups de 17h, quelqu'un suggère un petit apéro dans le groupe chat. Oui, parce que je vous ai pas dit le meilleur truc. Dans le jardin de la Mostra, là où l'on peut commander du café, des panini et des pâtes, il y a aussi des spritz. Et un camion à pizza. Et de la musique. Je vous jure que c'est vrai. En l'occurrence, le jour de mon anniversaire, je dois avouer qu'on a fait très fort parce que le premier message apéro est parti à 15h. L'idée, c'est de faire un premier apéro efficace avec les copains avant de me rendre seule à mon deuxième apéro, un peu plus select, ouais, je me la pète. Un cocktail organisé par Netflix sur la terrasse de l'Excelsior, le grand hôtel 5 étoiles où logent les stars qui sont invitées sur le Lido. Il me reste encore 2 films à voir dans la soirée et je sais que c'est une très mauvaise idée de boire de l'alcool avant de voir 2 films, mais je suis incapable de dire non à des petits fours et des cocktails gratuits en bord de mer parce qu'après tout, je suis une pécassiette de formation. Et c'est là que ça se corse. La mission apéro numéro 2 va s'avérer plus complexe que prévu. Le cocktail est censé démarrer à 18h et ma projection à 19h. Sachant qu'il faut faire la queue avant les projections et aller aux toilettes, coucou Corinne, j'ai prévu de rester environ 20-30 minutes max à l'apéro Netflix. Sauf qu'une fois arrivé à l'Excelsior, impossible de trouver le cocktail. En fait, le lieu est immense et il y a des réceptions partout. Je croise des tas de gens très chics en train de boire des coupes de champagne gratuites, mais aucun des endroits que je squatte n'est le bon. Je traverse par inadvertance un tapis rouge en basket et crop top, avec mes cheveux gras et ma gourde à la main. Je me pointe sur la terrasse de l'hôtel qui est déserte, à l'exception d'un seul homme, l'acteur Pierfrancesco Favino, qui a l'air aussi paumé que moi. J'avoue que j'ai été trop timide pour lui demander si lui aussi cherchait le stand Netflix, mais j'aurais dû. Je continue ma course effrénée alors que les minutes passent et que ma fenêtre pour déguster une coupe de champagne gratuit se réduit à vue d'œil. Dans un autre salon privé, j'arrive enfin dans une soirée qui a l'air d'être la bonne, jusqu'au moment où je croise les acteurs du film de Paolo Sorrentino et où on m'informe que pas de bol, c'est le cocktail du film d'ouverture. Bon, je ressors avant que quelqu'un ne me fasse remarquer que je n'étais pas invitée, et j'atterris dans un autre salon où une armée de maquilleuses Armani se tiennent à disposition pour quiconque voudrait se faire poudrer le nez. C'est un peu comme à Sephora, sauf que là, c'est la version Hôtel 5 étoiles à Venise. Franchement, j'hésite à me lancer dans une side quest absurde et me faire appliquer une petite couche de fond de teint de luxe avant d'aller voir un film de Laszlo Nemes sur un orphelin hongrois. Mais il faut rester focus. L'objectif, c'est le cocktail Netflix. Finalement, après avoir écumé tout le rez-de-chaussée de ce putain d'hôtel, j'arrive enfin dans la petite zone réservée au cocktail Netflix. Il est 18h14, j'ai le temps d'une demi-coupette, 2 bouchées de Vitello Tonato et je repars en nage pour ma projection de 19h. Orphan, c'est le nouveau film de Laszlo Nemes qui avait réalisé Le Fils de Sol il y a 10 ans.
Un film qui se situait à Auschwitz, mais qui se débrouillait pour ne pas montrer d'image du camp. Là, on est sur un nouveau récit en lien avec l'Holocauste et surtout l'impact de l'Holocauste dans les années qui ont suivi. Autant vous dire qu'après ma petite escapade dans un grand hôtel vénitien, la dissonance cognitive est puissante. Et malheureusement, le film est une grosse déception. Le récit ne prend pas. Certains acteurs sont mal doublés. J'ai l'impression de regarder une pub espagnole. Toutes mes excuses aux pubs espagnols. Et je ressors de ces 2h15 plutôt démoralisée. Surtout que j'avais dit non à un dîner des Golden Globes qui se déroulait au même moment. Oui, cette phrase est absurde et indécente, je le réalise. Il est 21h15, je suis un peu KO, j'ai lutté contre le sommeil pendant une bonne partie du film de Laszlo Nemes. Et demain, j'ai 4 gros films pour lesquels j'ai envie d'être en forme. Alors je commets un acte rare, subversif et profondément libérateur. J'annule mon billet pour la séance suivante. À la base, je devais enchaîner avec un documentaire de Werner Herzog sur des éléphants qui allait se terminer à 23h30. Et dans d'autres conditions, j'aurais vraiment aimé voir ce film, mais je sais que je vais sans doute pas écrire dessus et que si je suis déjà fatiguée comme ça en début de festival, mon sommeil passe avant tout. J'appuie sur le bouton « Annuler » et je décide que c'est un petit peu mon cadeau d'anniversaire à moi-même. À 22h, je monte dans le VAP du retour et je me laisse bercer par le clapotis de l'eau. Mon amie Chloé m'offre une part de pizza bien grasse dans la rue. Je retourne bosser tranquillement dans mon lit et je me dis que 35 ans, en fait, c'est pas si mal. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Je vous l'ai dit, cette année à Venise, le programme est assez exceptionnel. Et dans ce festival, généralement, la plupart des films très attendus sont projetés en début de festival. C'était encore le cas cette année. Et je voulais vous parler de 2 films que j'ai vus et que personnellement j'attendais avec impatience. Le premier, c'est Jay Kelly de Noah Baumbach. Jay Kelly. We love him. You love him. I work for him. You know I adore you. Cary Grant. Jay Kelly. I'm just an actor that got famous. Does none of this mean anything to you? Fuck me. Are you running to something or from something? Yes. Jay Kelly. Noah Baumbach, qui est, entre autres, le mari de Greta Gerwig, mais aussi un cinéaste américain indépendant, un des chefs de file du cinéma mumblecore, c'est-à-dire des films avec un très faible budget, basés en grande partie sur l'improvisation, avec donc des personnages et des acteurs qui marmonnent beaucoup, d'où le mumble de mumblecore. Mais ça fait quand même un bout de temps qu'il s'est éloigné de cette tendance. Là, il fait une nouvelle fois un film pour Netflix, un film clairement hollywoodien dans sa patte, avec un casting assez exceptionnel, au-delà de George Clooney et Adam Sandler, qui jouent les 2 rôles principaux. Il y a aussi Greta Gerwig, Riley Keough, Emily Mortimer, Billy Crudup, Laura Dern. Les films d'ensemble, c'est quelque chose que Noah Baumbach aime beaucoup. Là, c'est encore un peu le cas, même si clairement les 2 protagonistes principaux sont Jay Kelly, joué par George Clooney, qui est un acteur sexagénaire qui se retrouve confronté à son vieillissement, et le personnage d'Adam Sandler qui joue son agent et qui est toujours un peu en train de se plier en 4 pour lui, alors qu'évidemment, le personnage de l'acteur ne lui rend pas très bien. Dans le film, le personnage de George Clooney va traverser une petite crise existentielle. Et c'est un film qui est assez drôle et touchant, qui m'a perdu par moments. En fait, il y a un ton souvent chez Noah Baumbach que j'ai du mal à appréhender parce qu'on oscille en permanence entre la farce ou la satire et quelque chose de beaucoup plus sentimental et sincère. Il y a des moments que j'ai trouvé un peu cucu, mais il y a aussi une très belle écriture, plein de saillies vraiment mordantes. Et évidemment, il se moque assez habilement de l'univers d'Hollywood tout en lui rendant hommage. C'est un film vraiment foutraque, qui est long, qui dure plus de 2 heures. Et il m'a vraiment perdu pendant une bonne partie du film, mais je sais pas comment il fait. Il arrive à retomber sur ses pattes. J'ai fini par être vraiment touchée par les personnages et par me dire qu'en fait, il y a vraiment plein de couches dans ce film. Évidemment, parce que déjà, on peut le voir comme un miroir à la carrière de George Clooney lui-même. Ça parle d'une star vieillissante qui est en fait une méga star. Donc son métier, c'est plus vraiment d'être acteur, c'est d'être star. Et c'est aussi quelqu'un qui, pour atteindre ce niveau de célébrité, a énormément sacrifié sa vie privée. Dans le film, il s'entend pas super bien avec ses filles et il regrette un petit peu d'être passé à côté de ses moments intimes. Il se rend compte qu'il est pas mal isolé et en même temps, il a accompli son rêve qui était de devenir quelqu'un de grand. Je m'y attendais pas, mais j'ai vraiment fini par être cueillie par le film
Et je pense qu'il a vraiment de quoi aller assez loin dans la saison des remises de prix. On vous l'avait dit dans l'épisode précédent, Venise, c'est souvent une rampe de lancement pour les films qui pourraient aller jusqu'aux Oscars. Et là, clairement, George Clooney a déjà tout ce qu'il faut pour une belle campagne pendant les cérémonies de remise de prix. C'est un rôle assez vulnérable pour lui, puisqu'il se moque de son vieillissement et aussi de la vanité de certaines mégastars. On voit un peu tout ce que ça nécessite pour qu'il ait l'air de bien vieillir, c'est-à-dire que en fait, ses cheveux grisonnants, ils sont quand même teints. On lui met du marqueur noir dans les sourcils à chaque apparition publique pour pas qu'il ait les sourcils trop gris. Et puis, il est incapable de faire quoi que ce soit tout seul, c'est-à-dire que même se servir un verre d'eau, il peut pas. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de lui amener une boisson ou une part de cheesecake. Donc je pense que ce genre de film qui arrive à la fois à critiquer certains aspects de l'industrie d'Hollywood et en même temps à rappeler que c'est quelque chose qui fait rêver énormément de monde, typiquement, ça peut aller très très loin dans la course aux Oscars. Par contre, il y a une scène où Billy Crudup est censé faire une démonstration d'acting où en fait il lit un menu de restaurant tout en pleurant. Et je me suis demandé si Noah Baumbach avait vu la vidéo de Hot Ones dans laquelle Leila Bekti pleure en récitant sa recette de lasagne. Ça me semble être une inspiration évidente, mais si c'est pas le cas, je pense qu'il va falloir lui envoyer. Et l'autre gros film de ce début de festival, et au moment où j'enregistre mon préféré, c'est Bugonia, le nouveau film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Jesse Plemons. I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills and every time, what is it? Skills and identities. To foster a new generation of, okay, let's go again. Yorgos Lanthimos qui a gagné le Lion d'Or pour Pauvre créature il y a quelques années. Pauvre créature qui a aussi remporté plusieurs Oscars. C'est aussi lui qui a fait Mise à mort du cerf sacré, La Favorite, The Lobster. Personnellement, j'adore tout ce que fait Yorgos Lanthimos, donc je vous préviens, je suis déjà acquise à la cause. Mais j'ai encore une fois trouvé ça génial. C'est un film ma boule, plutôt dans le genre du thriller avec quelques accents horrifiques, comme souvent chez Lanthimos. Ça parle de complotisme et aussi des ravages de l'industrie pharmaceutique, deux gros sujets dans la fiction contemporaine. Mais ça en parle d'une manière vraiment singulière. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est très dark, à la fois vraiment drôle et vraiment sinistre. Et j'étais investie jusqu'au bout. C'est le genre de film que j'ai envie de revoir dans une salle pleine à craquer pour profiter de la réaction des gens. Pour moi, c'est vraiment un très bon cru, Yorgos Lanthimos. Je précise aussi que c'est le remake d'un film coréen que je n'ai pas vu. Je ne connaissais pas ce film avant que celui de Lanthimos soit sélectionné à Venise. Et j'ai préféré ne pas le rattraper parce que sinon, je vais avoir tendance à trop comparer les deux films au moment où je vois le second. Je voulais pas que ça gâche mon expérience. Je ne savais rien de cette histoire et je me suis vraiment laissée porter par tous les rebondissements et il y en a beaucoup. J'ai passé un excellent moment, même si ça vous paraîtra peut-être bizarre quand vous verrez le film parce qu'il est assez violent. Mais je me suis beaucoup amusée, j'ai été très surprise et je trouve que pour un remake, ça colle totalement avec la patte de Yorgos Lanthimos. Apparemment, l'original est encore plus violent, ce qui m'aurait peut-être déplu. Là, j'ai honnêtement trouvé que c'était parfaitement dosé. J'ai hâte de le revoir. Comme toujours chez Yorgos Lanthimos, c'est extrêmement bien écrit et très bien incarné. Emma Stone et Jesse Plemons, qui ont déjà collaboré avec lui à plusieurs reprises, sont tous les deux vraiment bluffants. Donc potentiellement encore aussi deux campagnes pour les cérémonies de remise de prix. Dans tous les cas, pour l'instant, Bugonia reste le film que j'ai préféré voir à Venise, mais on n'en est qu'au début. Donc j'ai très très hâte de découvrir la suite, et notamment Frankenstein de Guillermo del Toro, House of Dynamite de Catherine Bigelow, L'étranger de François Ozon, Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas. Vraiment, on a un super programme cette année et j'ai très très hâte de poursuivre ce festival qui, pour l'instant, se passe très très bien. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films spécial Venise. Merci à tous mes fabuleux potes de festival qui m'ont couverte d'attentions petites et grandes pendant cette journée un peu spéciale. Et évidemment, merci à vous pour votre écoute. Si vous voulez entendre la suite de mes aventures sur le Lido, avec des interviews et encore plus de coulisses du festival, rendez-vous au prochain épisode. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Et vous pouvez également suivre toutes mes aventures sur le compte Instagram Ami le podcast. Ciao, grazie. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au
fait, je t'ai pas dit. Ouais? Anaïs, elle se fait des films. Mais non!